Congo, mot de la fin ensemble avec vous. Restez branchés. Elle n'a pas sombré sous le coup des prédateurs étrangers. Debout, a conservé son unité et préservé sa dignité. Voilà. Et donc, quand j'évoque l'histoire de la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Congo, je voudrais surtout dire que nous sommes en présence d'une histoire de résistance. Une longue histoire de résistance. Et on peut se demander pourquoi cette instabilité au Congo. Eh bien, l'instabilité du Congo se trouve inscrite dans sa situation particulière, n'ayant jamais cessé d'être du 19e siècle à nos jours au cœur des stratégies mondiales de l'économie et de la défense. Cette situation est une chance pour accéder à un décollage rapide et définitif. Est une chance si elle peut être saisie. Si elle n'est pas saisie, alors elle devient bien sûr un malheur. Et je voudrais ici reprendre la formule heureuse de l'historien belge David van Reymbroek. Encore une citation que j'aime bien reprendre. Il dit ceci: aucun pays au monde n'a eu autant de chance que le Congo, avec ses ressources naturelles, ces 150 dernières années. Chaque fois que le marché international a exprimé une demande pressante pour une certaine matière première, eh bien, le Congo s'est avéré disposer de gigantesques réserves de la marchandise convoitée. Ce fut le cas de l'ivoire à l'époque de la reine Victoria, le caoutchouc après l'invention du pneu gonflable, le cuivre lors de la forte expansion industrielle et militaire, l'uranium durant la guerre mondiale, le coltan à l'ère de la téléphonie mobile. Et on devrait ajouter le cobalt à l'ère de l'invention des voitures électriques, sans compter le fait, pour assurer la révolution verte et la transition écologique, le pays offre déjà le massif forestier du bassin du Congo, le plus important après celui de l'Amazonie. Et s'agissant de la pénurie mondiale d'eau douce, le Congo se positionne déjà comme le principal château d'eau du monde par ses nombreux cours. Voilà la situation. Donc, terre d'enjeu, le Congo est donc par définition une terre de combat, acculée à périr ou à gagner pour l'intérêt de toute la vie. Ou on périt, ou on gagne pour toute la vie. Nous avons parlé des 150 dernières années. Pendant les 150 dernières années, le monde est passé par 3 étapes importantes. Nous avons eu le temps colonial, globalement, de 1885 en 1960. Nous avons eu la période de la guerre froide. Et nous avons eu la période actuelle, l'après-guerre froide, qui est caractérisée par l'existence de ce monde unipolaire, unipolaire, où les multinationales font la loi et où d'ailleurs l'État semblerait ne plus avoir beaucoup d'importance.
Laissez-moi vous dire que pendant les 3 temporalités que j'ai évoquées, il a toujours été question de la balkanisation du Congo. Donc, J'enregistre. c'est un élément de précipiter dans le temps. J'enregistre la conférence. Avec des commentaires, quoi. En effet, en 1885, après la conférence de Berlin, le Congo a dû accepter, recevoir une partie de l'Afrique centrale qui jusque-là n'était pas encore décidée, la région que nous appelons actuellement le Katanga. Yenge Kieto, Zali Tatatanga, Zali Polanda, Elongo Nabino, conférence de Tatana Bisso, un grand professeur, un grand historien qui a décidé de briser le silence. Abandi Baeba Mesana, Polanda Chen Oyo, Atako Tosala Kamakele Minite, Sengeli Oloba, et au Kanisakana niveau, mon sous pour comprendre Maïtolobaka Awa. Oubengistan, et Lingi, et Kangabiso Kachina Kingo. Jeu de mots, politique au Cheto Bengaka, Poloso. Il est temps. Batona Maele, Batona Boigna, ya Congo. Olandani discours Oyo, ils sont disponibles dans la télé Tchango, ils sont le Mokolo, le 30 avril l'an 2023. Ils ont dit pour la frontière congolaise. Il y a des historiens, il y a des pour répondre Paul Kagame. Nous devons parler de noms. Moi, je pense personnellement que les noms peuvent changer, mais l'idéologie wana au katama pele ya baninga ekoma ya yo ezali idéologie ya mabe nde esika injustice wana biso ekobundela mpona moi awa ete système koyebisa maloba mingi te bolandani elongo tokanisa toanalyse todiscerne mozindo na mayele tata na biso kolutu na biso la manette lokola ngai awa bazali koexplike basusu bazali koloba awa akomi elongi lokola mobutu biso baso tozali bamobutu te tozali bana na nkolo il faut se faire respecter. J'aurais à faire des commentaires de la vidéo au sans commentaires nangai pour chaîne yande kona biso ya Tchango parce que loko oyo bazali ko wana zali ya motuya conférence oyo zali conférence moko ya moto bino akolaki moto epela po ete nyoka oyo bakoteli biso na ndako bakiti bongango yango oyo bazali ko expliquer yango en toute finesse kolanda na biso aiwel. On va tuer Msiri et ainsi cette région va revenir au Congo. Mais les Britanniques ne vont pas désarmer. Ils vont se rappeler qu'il y avait tout le scandale des mains coupées avec les caoutchoucs. Et ils vont donc initier le principe de faire une nouvelle conférence pour pouvoir décider de ce qu'on allait faire du Congo, parce que Léopold II s'est montré indigne de diriger cette partie de l'Afrique. L'affaire était très sérieuse parce que non seulement le roi Édouard VII, donc britannique, était en tête, mais ils avaient intéressé le président des États-Unis, Theodore Roosevelt, qui était d'accord. Et donc, on devait organiser une deuxième conférence de Berlin, si vous voulez, pour voir comment on allait redépecer le Congo pour le donner aux différentes puissances. C'est alors que Léopold II va réagir et précipiter la cession de la Belgique
la cession du Congo à la Belgique. Alors que jusque-là, il n'avait cessé de postposer cette échéance. On lui disait, mais oui, mais vous avez plus le Congo pour pouvoir donner à la colonie. Non, j'ai le temps, écoutez, ne me pressez pas. Mais lorsqu'on arrive à cette difficulté, il va précipiter la cession du Congo à la Belgique en disant que, voilà, de toute façon, ce n'est plus lui, c'est maintenant un pays, et donc il y aura moins de scandales. C'est ainsi donc la décision fut prise en 1917, finalisée par la loi du 18 octobre 1908, que nous appelons la charte coloniale, et donc finalement, Léopold II meurt l'année suivante. On dira de chagrin, en tout cas, il meurt en 1909. Mais au moins, l'unité du Congo a été sauvegardée. Mais malgré cela, la Grande-Bretagne ne va pas désarmer. Elle ne reconnaîtra l'existence du Congo belge qu'en 1913, c'est-à-dire une année avant la Première Guerre mondiale, parce qu'elle avait besoin de faire passer ses troupes par le Congo, et donc il fallait au moins avoir des bombes. Voilà donc un cas. Comment on l'a vu? Un deuxième cas. Cette fois-ci, de la part des Allemands. Lorsque se tient la conférence de Berlin, le chancelier Bismarck joue le grand rôle. Et l'Allemagne, à ce moment-là, ne semble pas fort intéressée à avoir des colonies. Mais dans la suite, l'Allemagne va estimer que le partage a été mal fait. Mal fait. Il fallait absolument que l'Allemagne puisse avoir également ses colonies. Bien sûr, l'Allemagne avait le Togo, le Cameroun, le sud-ouest africain, qu'on appelle aujourd'hui la Namibie, et plus tard Tanganyika, mais l'Allemagne estimait que c'était trop peu et qu'il fallait absolument faire en sorte que l'Allemagne puisse avoir toute l'Afrique centrale. Et c'est ce qu'ils ont appelé la réalisation du Mittelafrica, puisque en Europe, l'Allemagne c'est Mitteleuropa, au milieu, mais il fallait qu'en Afrique aussi, il puisse avoir le Mittelafrica, c'est-à-dire avoir la partie qui va du Cameroun au Tanganyika. Ne comptait pas avoir des colonies en Afrique, ça n'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est de conquérir l'Europe et pas l'Afrique. Donc voilà deux cas. Troisième cas, qui va nous intéresser un peu plus, c'est la lutte pour le détachement du Katanga. Une lutte qui va commencer vers les années 1946. Donc, attaqué par l'Allemagne le 10 mai 1940, la Belgique va capituler 18 jours plus tard et finalement, après la guerre, la Belgique se sentira vaincue deux fois. Vaincue militairement par l'Allemagne, mais vaincue également économiquement, parce que pendant la guerre 40-45, le Congo, sur le plan économique, dépendait de l'Afrique du Sud, dépendait donc de la livre sterling. Le franc congolais était devenu même plus fort que le franc belge, et le franc belge a subsisté grâce au franc congolais. Cette situation va donner des idées à ceux qu'on appelait les Katangaleux, à ne pas confondre avec les Katangais. Les Katangaleux, c'est-à-dire les Blancs vivant au Katanga. Dans leur association qui s'appelait l'Union katangaise, cette association va revendiquer son autonomie, non seulement de Léopoldville,
mais également de Bruxelles. Donc, si ça avait marché, le Katanga aurait eu à ce moment-là déjà la posture, je dirais, de la Rhodésie du Sud. Voilà. Donc, il voulait être indépendant, et de la Belgique et de Léopoldville. D'ailleurs, il se moquait de Léopoldville en disant « Léopoldville, c'est la capitale du papier. Mais au moins, Élisabethville, c'est la capitale du cuivre. » Voilà la grande différence. C'est ce projet qui fut congolisé à la suite des frustrations qui naquirent à la suite des élections communales de 1957 à Élisabethville et à Jadotville. Les résultats ayant consacré la marginalisation des Katangais authentiques, comme on disait, par rapport aux immigrés kassaïens. On va donc proposer aux Katangais la cartélisation des associations autochtones, tribales autochtones, pour lutter contre les immigrés qui devenaient trop importants, trop influents. C'était pour lutter contre ça. Alors, cela va faire en sorte que, en 1960, sous l'influence des Katangaleux, si vous voulez, le Katanga a failli être indépendant le 14 juin. Il voulait absolument être indépendant avant le Congo. Le 14 juin, ça a raté. Le 26 juin, on a failli proclamer à nouveau ça. Le 29 juin, la veille de l'indépendance, le Katanga a failli à nouveau être indépendant. Et finalement, ça va intervenir le 11 juillet. Pourquoi d'ailleurs ça a lieu le 11 juillet? C'est simplement parce que le 11 juillet suit le 10 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 juillet? C'est que toutes les troupes de la force publique ont été désarmées. Il n'y avait plus que les forces métropolitaines, c'est-à-dire les forces belges. S'il y avait une instance qui pouvait empêcher la proclamation de la sécession katangaise, c'était les forces métropolitaines. Eh bien, elles n'en ont rien fait, et donc ça a été proclamé. Et c'était très grave parce que c'est là où il y avait la grande concentration des forces militaires, à Kamina. Toute l'aviation de la force publique était à Kamina, elle va donc basculer dans la force publique. Donc voilà comment est-ce que nous avons échappé et nous avons lutté ceci. Alors, lorsque nous arrivons à la guerre froide, nous allons vivre également des situations particulières. Je voudrais ici évoquer deux situations. Ce que j'appellerais le séparatisme comme instrument de chantage politique. Le séparatisme comme instrument de chantage politique. Lorsque le 24 juin, au niveau du Parlement, Kasavubu est élu président de la République et Bolikango ne l'est pas, le Congo venait d'échapper à quelque chose de très grave et très important, parce que la BACO avait préconisé déjà la proclamation de l'indépendance du Bas-Congo, avec un argument historique, peut-être pertinent. Disait-il, nous avons sur les autres peuples du Congo une avance de 3 siècles. Nous étions déjà en contact avec l'extérieur depuis 3 siècles. Les autres ne sont pas prêts, mais nous sommes prêts. On voudrait être indépendants. Le 24 juin, le 23 juin, la veille,
lorsque le gouvernement Lumumba est présenté, on n'a jamais analysé ses réactions. Elles sont symptomatiques. C'est un péché originel que nous avons. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'honorable Mopipi menace de pousser le Maniema à devenir indépendant. Parce que, dit-il, le Maniema n'est pas dans le gouvernement. Derikoya, qu'on va appeler plus tard Derikoye, il va estimer qu'il va remettre en place l'empire Zande, quitter le Congo. Bolikango, qui était candidat à la présidence et qui ne se retrouvait nulle part, va estimer que l'Équateur doit devenir indépendant. Donc nous allons vivre ça. Mais le plus important, c'est le Katanga et le Sud-Kasaï. Le Katanga, Moïse Tshombe, qui réclamait pour la CONACAT le poste de ministre de la Défense nationale, comme cela n'a pas été donné, ça donnait donc la raison, le prétexte pour pouvoir dire, bon, si c'est comme ça, moi je rentre au Katanga, vous verrez ce que vous verrez. Par le loi frère, il y en a d'autres qui sont chassés du Katanga et ils se retrouvent. Miba va lui dire, oui, 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 je peux vous aider, mais à la condition que c'est... Pourquoi est-ce que dans ces menaces de séparation, il y en a... On voudrait maintenir les zones minières de la décolonisation et l'union minière, stratégie révolutionnaire. Le séparatisme comme stratégie révolutionnaire. Lumumba est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le vice-premier ministre Antoine Gizenga, qui s'est retrouvé, n'est-ce pas, à Kisangani, suivi du ministre de l'Intérieur Christophe Beignet et un certain nombre de ministres, proclame la création de la République libre du Congo, une république différente. La situation est grave parce que non seulement il y a le troisième groupement de l'armée avec le général Lundula qui est installé là-bas, mais le plus grave est que les missions diplomatiques sont divisées. Les missions diplomatiques du camp occidental sont à Kinshasa, la France, la Belgique, etc., l'Allemagne, mais à Kisangani, tous les pays du bloc soviétique sont là. L'URSS, la Chine, l'Égypte de Nasser, etc., la Guinée de Sékou Touré, le Mali de Modibo Keïta, l'Albanie, la Tchécoslovaquie, tous sont là-bas. Même les missions diplomatiques sont divisées. C'est probablement la situation la plus grave que nous ayons connue, parce que s'il n'y avait pas eu ce qu'on a le conclave de Lovanium, organisé avec l'aide du secrétaire général OTAN des Nations Unies, qui a remplacé Daka Marshall, nous allions avoir vraiment deux pays à l'image de la guerre froide. Il y avait le Congo qui appartenait au camp soviétique et le Congo qui appartenait à notre camp. Alors vous voyez donc par où nous sommes passés. Et chaque fois nous avons pu résoudre le problème.
Ce séparatisme révolutionnaire a été réédité en 1964. Qu'est-ce qui s'est passé en 1964? C'est que cette fois-ci, ce n'est plus Gizenga, c'est donc Beignet qui va proclamer l'avènement de la République populaire du Congo à Kisangani. Distinct. Entre-temps, il y a eu l'arrivée de Moulele, Moulele qui a appris la guérilla aux gens. Il y a eu la création du Comité national de libération à Brazzaville. Et voilà, on arrive à la République populaire du Congo. Tout cela s'arrête le 24 novembre 1964 par l'opération dite du largage, n'est-ce pas, des parachutistes belges avec la logistique américaine sur la ville de Kisangani, qui va mettre fin à cette situation. Vous me suivez bien? Donc vous voyez que nous sommes passés par des dangers incroyables, incroyables. Alors, maintenant lorsque s'arrête la guerre froide, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe autre chose. C'est que nous sommes dans un monde, comme j'ai dit, unipolaire, où tout dépend, jusqu'à quelques encablures, là, dans le temps, ça commence à changer, tout dépend des États-Unis. Le 20 novembre 2012, une rébellion dénommée le M23, mouvement du 23 avril, prit possession de la ville de Goma, rééditant l'exploit de son ancêtre, le RCD. Initiative au hasard, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, déjà destiné au secrétaire général des Nations Unies. Cette note confidentielle diffusée depuis lors disait ceci. Monsieur, n'est-ce pas, Mahmoud Kassem, le responsable de l'équipe, écrivait ceci. Un haut fonctionnaire de renseignement du gouvernement rwandais, reflétant la pensée de plusieurs de ses collègues, a affirmé que le Congo était trop grand pour être dirigé à partir de Kinshasa. Le Rwanda devait soutenir l'émergence d'un État pour l'Est du Congo. Goma devrait être lié à Kinshasa de la même manière que Djouba était lié à Khartoum avant l'indépendance du Soudan du Sud. Fin de citation. En 2002. Voilà donc le condensé de l'objectif de cette guerre. Il est vrai que Pasteur Bizimungu, le premier chef d'État du Rwanda, avait dit déjà en octobre 1996 que les Banyamulenge, voilà, étaient, n'est-ce pas, que tout ce territoire de l'Est du Congo, c'était leur territoire, c'est le territoire rwandais. Il fallait faire la leçon à ces Congolais qui ne connaissent pas l'histoire. Et depuis lors, vous et moi, nous savons qu'en avril 2023, Paul Kagame a redit le même discours. Donc voilà, nous avons là le renseignement. Le secret a été ainsi dévoilé. Et on comprend l'acharnement sur Goma. Goma est choisi comme capitale. Goma avait été choisi comme capitale du RCD. Alors que, normalement, dans le Kivu, la ville importante, c'est Bukavu, qui est capitale de la région depuis 1933. Non, c'est Goma. Goma occupé de 1998 en 2002 par le RCD. Goma conquis par le M23. Et récemment,
récemment, le M23 veut occuper à nouveau Goma. Et le siège principal de la compagnie Rwanda Airways, c'est Goma. Donc, il y a le souci, il y a déjà un emplacement. Goma est un site bien choisi, site préféré à Bukavu, parce que non seulement Goma dispose d'un important aéroport international, héritage des années Mobutu, n'est-ce pas? Un aéroport incomparablement plus important que Kavumu de Bukavu, mais Goma s'offre aussi comme une sorte d'excroissance de la préfecture et de la ville de Gisenyi. C'est une ville de loin plus dynamique que Changungu. Elle est de surcroît reliée à Kigali par autoroute. Et puis Goma s'offre aussi comme la porte d'entrée au territoire, au riche territoire de Rutshuru et de Masisi. Voilà donc cette situation. Donc on n'a pas tergiversé, la situation est claire, c'est arriver à faire en sorte qu'il y ait un autre État dans cette région. Alors, si on devait essayer de voir quelles sont vraiment les leçons d'abord qu'on peut tirer de cette histoire, on parlera de l'avenir aussi, mais je voudrais d'abord parler des leçons, la compréhension de ça. Le fond du problème, je voudrais parler en cela de la situation avec le Rwanda. Le fond du problème serait donc la question des espaces. C'est une revendication permanente portée par le pic de la démographie du continent, c'est-à-dire le Rwanda, c'est la plus grande démographie du continent. Cette question n'a cessé, n'est-ce pas, de hanter les esprits depuis très longtemps. Le ministre des colonies belge, Pierre Wigny, disait déjà « Le Rwanda est une terre admirable, mais pauvre. Le sol ravagé par l'érosion nourrit mal une population trop nombreuse et un bétail pléthorique. » Et M. Spital, vers les années 40, qui est le Belge qui a été en charge de la direction de l'organisme qui s'est appelé Mission d'immigration de Banyarwanda, en sigle MIB, a dit ceci. Donc, favoriser le mouvement d'immigration de Banyarwanda vers le Kivu n'est pas seulement une mesure intéressée et un geste de bon administrateur belge qui prend le trop-plein là où il manque la population, mais c'est aussi avant tout un acte humanitaire. Un acte humanitaire. Et donc, nous sommes dans cette situation. Le plus triste est que le Congo est probablement le seul pays qui peut aider durablement le Rwanda à résoudre ce problème, mais on est en train de compromettre totalement cette possibilité par maintenant toute l'animosité, maintenant je dirais toute l'inimitié qui va probablement occuper les peuples pendant au moins, à mon avis, au moins un demi-siècle. La recherche d'équilibre avait conduit ce petit pays à adopter une pratique de malthusianisme interne, ce qui justifiait son histoire précoloniale essentiellement guerrière. Le malthusianisme, il faut réduire la population. Et donc, on va faire beaucoup de guerres.
Cette histoire s'est poursuivie par des pogroms des années 60, les exclusions réciproques entre Hutus et Tutsis, n'est-ce pas? Et cette politique a finalement été exportée dans toute la région. Donc voilà la première situation. Au beau milieu de la conquête du Rwanda, par exemple, par les troupes du FPR venues de l'Ouganda, on a vu de nombreux scénarios d'apparence contradictoire. Des Tutsis de la diaspora éliminant les Tutsis du pays, mais aussi des Hutus protégeant des Tutsis lors du génocide, on ne le dit pas souvent. Des soldats Tutsis dégoûtés par le rôle qui leur était imposé d'éliminer des réfugiés Hutus, n'est-ce pas? Et des groupes du FPR, les groupes de réfugiés actuellement au Congo, n'est-ce pas? Le FDLR fonctionnant avec Kagame. Donc, n'allez surtout pas croire que c'est vraiment étanche. Hutu et Tutsi, c'est la même ethnie. Parce qu'ils parlent la même langue, ils ont les mêmes territoires, les mêmes villages, les mêmes camps. Il y a même des mariages entre eux, puisqu'il y a des Hutsis, ceux qui sont les parents de ceci et de cela. La seule différence est liée au régime économique. Les uns sont éleveurs, d'autres sont agriculteurs. Et donc, ce clivage nous est présenté souvent comme étant des ethnies différentes. Non, ce n'est pas différent. Deuxième enseignement relève des prétentions des grandes puissances. Leurs conflits internes, leur boulimie économique, leur besoin d'augmenter la production et la vente des armes en vue de la promotion de leurs industries de haute technologie sont autant d'éléments à la base du désordre mondial. Depuis la fin du XIXe siècle, la bataille pour le partage de l'Afrique se poursuit et l'histoire des Grands Lacs semble servir de paradigme à la matière au point de faire du Kivu et de l'Ituri une poudrière en tant que ventre mou de l'Afrique. Il faut sans doute remonter à l'histoire de la partition du Soudan pour avoir une vue plus complète sur cette histoire de la déstabilisation de la région. L'indépendance du Soudan du Sud, qui est intervenue le 9 juillet 2011, n'a pas été la conséquence d'une guerre interne ou d'une guerre coloniale, mais ça a été le résultat du bon vouloir des magnats du pétrole, désireux d'imposer leur mainmise sur les riches gisements du Sud. D'autre part, comme trait d'union entre l'Afrique et le Moyen-Orient, un Soudan fort constituait un danger pour l'État hébreu qui craignait d'être assailli de toutes parts. Djouba, c'est-à-dire la capitale. Il soit quasi impossible d'identifier ses propres citoyens. Donc rien ne peut justifier ça. Chacun. Donc, nous sommes tous dans une espèce de... à l'État. Mais l'État, il faut absolument passer d'un pays en quête d'État à un État ayant la maîtrise du pays. C'est pour cela que la guerre est une opportunité extraordinaire. Le général de Gaulle a dit une phrase que j'ai retenue qui est très importante. La guerre permet d'accéder à un degré de table rase
qu'il est impossible d'atteindre autant de peuples. Si vous avez une maison, vous devez la réfectionner, vous allez arranger de petites choses. Mais si vous avez la chance qu'on ait incendié votre maison, alors vous pouvez alors la reconstruire totalement et autrement. Et j'estime pour ma part qu'à partir de cette guerre, le Congo doit absolument amorcer un tournant en remettant les choses à plat, en revoyant totalement son organisation. Et en revoyant son organisation sur plusieurs points. D'abord, sur notre identité. Nous sommes toujours un pays où on n'a aucune idée de la population. On n'a pas de carte d'identité depuis 18 ans. Je ne sais pas qui a inventé cette histoire qui veut dire que la carte d'électeur est une carte d'identité. On peut comprendre qu'en 2006, on ait pu faire ça. Il n'y a aucun lien entre les deux. Tous les citoyens ne sont pas électeurs. Et d'ailleurs, on n'est pas par civisme, il faut voter. Mais en réalité, il n'y a aucune obligation à voter. Il n'y a aucune obligation. Sinon, dans les élections, on ne nous donnerait jamais le pourcentage, comment on les appelle, n'est-ce pas? Voilà. C'est parce que ce n'est pas obligatoire. Et puis, nous demeurons toujours au niveau de la population dans un cadrage colonial. Il faut toujours qu'il y ait des précisions sur les chefferies, sur les tribus, sur les secteurs. Il y a certains qui sont bantous, d'autres qui sont des nilotiques, d'autres qui sont... C'est des histoires qui datent de la période coloniale. C'est comme si en Europe, les gens se disaient, mais vous êtes vikings. Et l'autre dit, mais vous êtes gaulois. Ce sont des catégories qui n'existent plus. Des pays, c'est d'abord se rendre compte que la décentralisation, jusqu'ici, n'a été qu'un slogan depuis les années 80. C'est quelque chose qui ne marche pas. Et j'oserais dire, la gestion unitariste a atteint ses limites. Le pays n'est pas administré et risque d'aboutir, comme j'ai dit tout à l'heure, à son implosion, commandée par la recherche de solutions individuelles ou communautaires à la précarité généralisée. Donc, il faut revoir des éléments fondamentaux, fondamentaux à ce niveau. L'affirmation de l'autorité de l'État est une phrase évoquée à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce à dire? Les instruments de l'affirmation de l'autorité de l'État, l'armée, la police, la gendarmerie, et j'ajouterai d'ailleurs le corps des sapeurs-pompiers qui devrait exister, le corps administratif, garde des frontières, les fonctionnaires. Le Congo a fonctionné très bien parce qu'il y a eu la territoriale. La territoriale, c'était très important. Des fonctionnaires de la territoriale, apolitiques, chargés de la gestion des entités territoriales et susceptibles de faire carrière dans ce domaine. Autre situation, l'excentricité de la capitale est un problème. Certes, ils ont dit qu'il faut gérer le Kivu, n'est-ce pas, au départ de Léopoldville, de Kinshasa, c'est très loin. Mais cette affirmation cache quelque chose
qui est vrai, que nous devons reconnaître. Ce n'est pas seulement une distance géographique, mais c'est aussi une distance politique, sociale. Dans la mesure où déjà, d'ici Kassangoulou, on n'arrive pas à gérer, nous n'arrivons pas à gérer correctement notre espace. Nous n'arrivons pas à gérer correctement la ville de Kinshasa. Comment pouvons-nous prétendre arriver à gérer des territoires lointains d'Ituri avec tous les problèmes qu'il y a? Il faut donc revoir, il faut que nous puissions revoir cette donnée. Je voudrais bien vous rappeler que sur le plan historique, nos capitales sont passées de Vivi à Boma, mais de Boma à Kinshasa. Et n'eût été l'indépendance, la capitale devait quitter Kinshasa, aller plus à l'intérieur du pays. Et je voudrais aussi vous faire remarquer qu'on a décidé que Kinshasa devenait la capitale en 1923. Mais Kinshasa n'est devenue effectivement capitale qu'en 1929. C'est-à-dire qu'on peut se donner le temps de construire la capitale. Mais il faut d'abord décider de ça. Construire et se donner le temps. C'est aussi une donnée. Appartenait à l'État, mais l'État créait des compagnies concessionnaires. C'est-à-dire qu'elle offrait à tel l'exploiter une partie, mais l'État faisait partie de la société. Et on ne peut pas estimer comme ça que toutes les terres du pays peuvent être vendues. La marchandisation de l'éducation est quelque chose qui doit cesser. Si on veut devenir un grand pays, il faut absolument former une élite. Et nous sommes de plus en plus dans un pays où il y a une inflation des grands hommes. Les grands hommes, Kakabongo, les images. Mais merci sans papa, base, ils peuvent être nombreux, il n'y a pas de problème, mais on voit bien qu'il manque une base, des informations de base sur l'Afrique, sur leur pays. Et donc, il faut éviter ça. Les services sociaux de base, tout cela devrait être réhabilité. Et donc, je pense que ce tournant devrait mériter une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution qui devrait être mise en place naturellement après les élections. Après les élections. Il faudrait pouvoir organiser, donner aux Congolais la possibilité de mettre les choses à plat, faire maintenant une constitution qui puisse réellement refléter leurs aspirations et qui correspondent à leur histoire. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie. Merci, papa. Donc, Banamboka, Akamaya, les basés de l'Amboka, donc, le bien Mopena, donc, à chrétien, tous les deux côtés, donc, on a une question-réponse. Je vous laisse. On a reçu la commentaire, on a su qu'il y a une Kakanga, il y a une conférence à Boye, les Kakama, on a dit encore. Au lieu de la polémique, il y a des faits historiques. Oh, c'est tout élément. Et comme le coup pour Nabiso, bah, tout le monde a appelé Wana to Bendi Congo Tadi. Madidi Wana. Congo Tadi Basso Massiko. Donc, Mindu qui va passer Biso dans le Nabiso, une carte professeur Ndaiwell, Yango Wana, Bolanda. Parce que c'est pas là, non. Pas cette conférence pour un moment. Merci pour ces recommandations. Nous vous assurons qu'elles trouveront toutes des réponses. Le seul pays, le Congo est le seul pays qui peut durablement aider le Rwanda à résoudre ses problèmes. La question que je vous pose est la suivante. Comment est-ce que nous, de cette génération, donc on dit que baso la tsawana ils ont payé ça na pour ça la cause on a dit quoi na zomo ndenge za auditoire na biso la faculté protestante si je me trompe pas on a besoin de tous les cas pour quoi puissant mais aussi qui concerne le monde entier.
Pourquoi je pose cette question? Parce que vous avez parlé de la République démocratique du Congo, du Rwanda comme des États-nations, c'est vrai, mais le président de la République, lorsqu'il a parlé par exemple de notre intégration dans l'EAC, il a parlé de ce processus-là d'intégration régionale. Les questions qu'on se pose en tant qu'intellectuels aujourd'hui, quand on parle d'une probable sécession katangaise de ces menaces-là, quand on parle de Goma qui veut partir avec le processus d'intégration régionale, ils veulent se séparer pour aller où? Pour atterrir encore dans l'Union africaine pendant que nous avons plusieurs blocs d'intégration régionale au niveau de la SADC et au niveau de l'EAC. Comment est-ce que vous voulez que nous puissions percevoir ce processus d'intégration régionale? Parce que même l'article 217 de notre Constitution dit clairement que lorsqu'il s'agira de l'unité africaine, la République démocratique du Congo peut céder une partie de ses territoires dans le but d'accomplir cette mission d'intégration. Voilà un peu le résumé de ma question. Comment est-ce qu'on doit percevoir le processus d'intégration régionale qui semble être d'actualité depuis le début des années 2000? Merci. La conscience citoyenne se bâtit et l'identité nationale aussi se former en monde. Nous allons revenir sur notre passage. Merci pour la parole. Dire que je crois bien sûr fortement à la nécessité de l'intégration régionale. Mais je crois qu'il faut d'abord commencer par exister. Il faut d'abord exister en tant qu'État. Et puis, deuxièmement, s'agissant de l'intégration régionale, je suis de ceux qui estiment que la situation actuelle que le Congo vit à l'égard du Rwanda et de l'Ouganda a fait perdre beaucoup dans le cadre du panafricanisme. Le panafricanisme proclamé par Lumumba, octobre 1958, en revenant de Accra, connaît un coup terrible, parce que les Congolais ont toujours été panafricanistes. Et c'est vraiment dommage que ce sentiment panafricaniste est en train d'être battu en brèche par des agendas de cette nature comme celle que nous vivons actuellement. Ce panafricanisme, je voudrais ici répondre, je dirais presque à l'impensé de la question, parce que c'est une question que je lis souvent dans les réseaux sociaux, un article de la Constitution qui dit que le Congo peut accepter de revoir une partie de sa souveraineté s'il est question de la construction de l'Union africaine. D'abord, laissez-moi vous rappeler que cet article n'est pas une invention récente. C'est quelque chose qui se retrouve dans toutes nos constitutions. La constitution d'octobre, de août, 1er août 64, la constitution du 24 juin 1967, la Deuxième République, la constitution de la CNS, cet article existe toujours. C'est un article qui vient de la création de l'OUA le 25 mai 1963. La plupart des pays africains se sont mis d'accord que nous pouvons revoir notre souveraineté lorsqu'on aboutira à la création de l'Union africaine. Donc on ne dit pas qu'on va perdre une partie, non. On peut globalement perdre une partie lorsqu'il est question de l'Union africaine. Donc ce n'est pas une invention de Sun City ou quoi. Non, 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 c'est quelque chose qui existe et qui a son importance. Mais le fait même que cet article soit discrédité démontre précisément combien nous sommes en train de reculer en matière de panafricanisme. Et là, vraiment, Paul Kagame, ancien président
de l'Union africaine, à mon avis, commet une erreur extrêmement grave lorsqu'il remet en cause même le fait du panafricanisme. Alors, le jeune qui m'a dit, mais quel est l'apport des jeunes? Mais l'apport des jeunes, c'est d'abord connaître le Congo. On ne peut pas prétendre aimer ce qu'on ne connaît pas. La géographie du Congo, l'histoire du Congo. Dans d'autres pays, les jeunes ont la possibilité de voyager au moindre coût pour leur permettre de connaître leur pays. Et chez nous, tant qu'il existait l'Université nationale du Zaïre, les jeunes avaient la possibilité d'aller à la découverte d'une autre région du Congo. Il était de Bukavu, il venait à Kinshasa pour l'université, et à l'occasion, il le découvrait. Il allait à Lubumbashi, il découvrait. Mais pour le moment, vous pouvez naître à Kindu, faire votre école primaire à Kindu, l'école secondaire à Kindu, l'université à Kindu, et travailler à Kindu. Donc, à ce moment-là, on se connaît de moins en moins. Et les jeunes n'ont aucune idée précise de ce pays continental. Combien de gens ne connaissent pas le pays? Vous connaissez vous-même d'ailleurs cette boutade étonnante des années 60 où on dit que le président Kasavubu lui-même, se rendant à Tananarive, aujourd'hui c'est Antananarivo, pour la table ronde sur le Congo, à un moment donné, il regarde dans le hublot et voit un très beau paysage. Il appelle l'équipage, il demande, mais nous sommes maintenant sur quel pays? Quel est ce beau pays? Mais l'équipage lui répond, mais c'est le Congo. C'est le Congo. Donc, vous voyez, on ne connaît pas suffisamment le pays. Et donc, c'est un effort à faire. Cultiver le civisme, ça ne veut pas dire forcément le civisme partisan. Parce que notre pays fonctionne par un discrédit successif. Chaque régime qui vient discrédite le précédent, et etc., etc., etc. Ce discrédit successif est aussi un tort, parce que dans chaque régime, il y a eu un apport qui a été fait. Et il faut savoir découvrir cela. Même de la période coloniale, nous avons des apports qu'il faut garder pour notre avenir. Donc n'imaginez pas que parce que le colonial a discrédité nos ancêtres, qui ne nous ont rien apporté. Mais nous sommes dans un discrédit progressif qui n'est pas intéressant. La quatrième question est pour moi un étonnement. Pourquoi on ne ferait pas la Constitution? Je n'ai pas parlé de révision de la Constitution, j'ai dit la rédaction d'une nouvelle Constitution. C'est différent. Pourquoi ne pas le faire avant les élections? C'est une question qui m'étonne, parce qu'on ne va pas mettre cela dans la sauce des questions électoralistes, des conflits des uns et des autres. Ce n'est pas ça. Je voudrais, pour ma part, d'une constitution, d'une rédaction constitutionnelle qui engage réellement tous les Congolais. Il faut que de ce fait-là, ils soient libres dans cette démarche. Et je voudrais aussi que dans cette constitution, nous puissions tenir compte de notre expérience. 64 ans, nous avons là une expérience. Parce que quand il est question d'une rédaction de la constitution, c'est de dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud et au Brésil, et qu'en Suisse, c'est comment? Non, non, non. Cette fois-ci, tenir compte de notre propre expérience. Pour une fois, ayons confiance en notre propre cheminement. Ce cheminement a des leçons à nous apporter. À comprendre notre histoire par rapport avec la tracée des frontières
a des terres à réclamer au Rwanda. Nos pères nous disent que nous n'avons jamais connu un chef coutumier au Nord Kivu qui soit d'origine rwandaise, que par contre les Bukavu et beaucoup d'autres territoires au-delà des Gisenyi nous appartenaient à un moment et que Léopold D a dû faire des concessions pour que le Rwanda élargisse ses limites jusqu'au lac et que Gisenyi soit rwandais. Vous, comme notre père dans cette matière, pouvez-vous nous éclairer? Merci. L'élément détonateur de tous ces mouvements en RDC, pour le moment, ce sont ces terres appartenaient, ces terres qui lui appartenaient, nous qui avons des terres à récupérer de l'autre côté. C'est la thèse d'ailleurs du professeur qu'il défend depuis un certain temps. C'est là que je l'attendais, il n'en a pas parlé, parce que je viens de Bukavu et de Goma. Il y a une semaine et demie, je venais de là. J'ai enseigné à Goma et à Bukavu. Bon, je ne sais pas si les étudiants m'ont dit qu'au Rwanda, on enseignait aux élèves que Tiangungu, Goma, bon, je prends le nord aussi là, ces terres-là appartiennent au Rwanda. Et qu'est-ce que nous devons enseigner? Parce que souvent les historiens sont accusés. Lorsqu'un Moutétel parle de sa tribu, il veut montrer que les Batétels sont des grands guerriers ou l'unanimisme intellectuel, tant du côté des Africains que du côté... Bonjour, je me présente Dr Marie-Claire Danga Mikobi, ou une chance pour un pays. Et là, je retiens d'après la définition de la diversité. Est-ce que nous devons nous recourir au fédéralisme pour soit améliorer pour que le monde nous respecte? Monsieur le professeur, à l'Est, quand vous circulez dans les provinces, dans le territoire, l'État n'existait pas. Chacun fait ce qu'il fait. Les groupes armés que vous voyez aujourd'hui à Kabamba la fois passée, ce sont des qui chicotent les chefs des territoires, les chefs des chefferies et des secteurs sont gérés par des groupes armés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'État congolais impose son autorité à tout le monde? Si cela n'est pas fait, les nations tribales continuent à grandir. Et aujourd'hui, les chefs de l'État combattent le tribalisme, mais c'est devenu excessif. J'ai dit et je vous remercie. Ce n'est pas continuer à des slogans, etc. C'est d'abord, curieusement, arriver à organiser le pays. Bon. Mais ceci m'amène pratiquement à faire une autre conférence que je ne peux faire aujourd'hui. Mais je peux vous promettre que je vais la faire prochainement. Peut-être au mois de juin. Sur cette question de la réorganisation du pays. Parce que c'est extrêmement important d'arriver à cela, parce qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais ça ne démarre pas. Alors, ça ne démarre pas. Il faut démarrer avec des systèmes. Ce n'est pas parce que nous sommes plus mauvais que les autres hommes, non. C'est probablement parce que les méthodes ne sont pas les méthodes adaptées. Mais je suis tout à fait solidaire avec cette douleur. Laisser les choses à l'État, comme je l'ai dit, c'est que nous allons effectivement vers une sorte d'implosion. Symbiose des forces vives de la nation. Je reviens à la première question, honorable Kassekwa. Je n'ai pas parlé de la question des frontières parce que j'en ai déjà parlé abondamment, n'est-ce pas? Frontières. Bon. Et je parlais même en présence d'un homme politique là, qui est présent, qui était là et qui était aussi à Paris lorsque nous avons parlé, un des leaders congolais. Donc, il n'y a pas d'hésitation. Vous avez parfaitement raison
de dire que le Rwanda, s'il y a des territoires à récupérer, c'est au Congo à revendiquer ces territoires. Une bonne partie du Rwanda, n'est-ce pas, occidental, qui était le territoire des Houndé, etc. Ça, c'est clair. Et nous savons que même s'il y a, comme vous savez, il y a plusieurs types, termes. Hein, le roi, c'est par cycle au Rwanda. Il y a un Chirima, un Kigeri, n'est-ce pas? Ça continue un Mibambwe, et puis finalement un Yur, et on revient à Mutara, etc. Bon. Mais le Kigeri, Rwabugili dont on parle, d'abord, il est arrivé au Kivu après la conférence de Berlin. Et ensuite, il n'a rien conquis du tout. Il a fait une campagne. Les Bachis ont lutté très fortement. Il peut aussi prétendre avoir conquis le Burundi. Mais ça n'a pas marché parce que les conquêtes à ce moment-là, c'est essentiellement des opérations de razzia. On va quelque part, on s'empare des vaches et tout ça, et on revient chez soi. Et on dit on a gagné la guerre. Mais on n'a pas occupé le pays. Voilà. Donc la situation est claire. Je l'ai dit plusieurs fois. Bon. Et je remercie les amis qui contribuer à la diffusion de cela. Et j'ose dire également que je n'ai pas été contredit par des historiens rwandais. Nous avons une réaction des politiques, mais pas des historiens. Alors, à ce moment-là, nous arrivons à une autre question. La frontière, c'est aussi une question de rapport de force. Il ne suffit pas d'affirmer une réalité politique. Encore faut-il que l'État congolais arrive à se défendre. Et ça, c'est une autre question. Parce que les frontières changent en fonction des rapports de force. Pour le moment, c'est très clair, ils nous l'ont dit très clairement, ils sont dans une démarche d'arriver, comme si on était au 19e siècle, à conquérir un territoire. Nous sommes informés. Le monde est informé. Toute l'Afrique est informée. Ce qui est d'ailleurs une chance, parce qu'ils nous ont dit clairement leurs ambitions. Tout le monde en connaît l'aberration. Mais il reste à ce que l'État congolais doit pouvoir se défendre. Et il ne faut pas faire de cette question une question anecdotique. Simple anecdotique. Ah, il paraît que ils sont en train d'apprendre les Kintandu chez eux et tout ça. Mais alors, nous on fait quoi? Tout ça. Nous, on fait quoi? Parmi nous ici, quels sont nos spécialistes du Rwanda? Nous devons avoir aussi nos spécialistes qui suivent ce qui se passe là et qui essaient de savoir quels sont les réalités. Dans un autre contexte, j'avais évoqué le fait que même dans la télévision Canal+, mais on diffuse tous les jours la télévision rwandaise. Qu'est-ce qui suit ça? Il ne faut pas dire « Ah non, je ne suis pas parce que ce sont mes affaires ». Mais non. Mais suivez, et comme ça, vous savez ce que les autres pensent. Donc, c'est ça, s'organiser. Ce n'est pas simplement se plaindre, tenir des discours misérabilistes et tout ça. Ce n'est pas ça. Comment se fait-il un grand pays comme le nôtre se laisse faire? Un grand peuple comme le nôtre, le seul pays qui peut d'ailleurs aider durablement les Rwandais. Pourquoi est-ce que nous nous laissons faire? Donc le problème est à ce niveau. Je ne voudrais pas m'étendre beaucoup parce que c'est une question qui me tient à cœur. Alors, madame, je suis d'accord avec vous. Il faut arriver à nous protéger
Mais cela dit, se protéger, ça veut dire ne pas mettre une couverture sur notre tête en disant non. Des corps indépendants, souverains, unis et indivisibles, social. Et j'ai, dans mes recherches, que j'ai trouvées ici, j'ai trouvé plus de... Rappelez-vous, prof, que en 1989, lorsqu'il y a eu le Titimboka, massacre des étudiants de Lubumbashi, dont je suis l'émanation, les étudiants ont été massacrés à Lubumbashi, même si certains les contestent, parce que, vous vous rappelez, prof, c'était encore à l'époque de la succession des Binazan dont vous avez fait allusion. Mobutu avait tenu son discours le soir, où la journée c'était 14 heures, vous vous rappelez, et le soir, il a tenu un autre discours disant que ce n'est plus la démocratie intégrale, ça sera la démocratie à trois. Et les étudiants sont tous descendus dans la rue pour dire que non, nous étudiants, nous soutenons le premier discours, ça veut dire la démocratie intégrale. Et donc, ils ont aidé, la suite, monsieur le professeur, est venue parce que les étudiants ont protesté pour la démocratie. Je peux citer, et je passe rapidement, les différentes manifestations publiques qui ont fait changer des décisions aux politiciens. Il n'y en a presque plus. Vous vous rappelez que Kengo, qui a géré la problématique des réfugiés comme dernier commissaire d'État, a quitté son pouvoir parce que les étudiants ont marché pour que Kengo soit démis. Vous vous rappelez, prof? La dernière fois pour que Bukavu soit récupéré, c'était encore Larry Kinshasa qui a marché pour que le président sortant puisse envoyer Mbouza Mabé soutenir Nabior. Vous vous rappelez donc l'effondrement de la jeunesse, de l'environnement de la jeunesse. Nous ne voyons plus. Est-ce que, prof, première question donc, est-ce que ce que nous enseignons à l'université n'est pas la source ou bien n'est pas la source du recul et de l'inconscience des étudiants désormais parce qu'ils ne réagissent plus face aux déclarations du président voisin, comme l'appelait Lambert Mende sans citer le pays. Il a déclaré au Bénin. Et vous voyez, prof, personne n'a réagi, aucune mairie n'a réagi. Or là, il révélait, il s'est tiré une balle dans le pied en révélant tout ce qui est à la base de son engagement dans notre pays depuis 1996 jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire les terres. Personne n'a réagi. C'est encore une fois le professeur Daniel dans sa vidéo à Paris qui a circulé. La nation ne réagit pas. Aujourd'hui, nous attendons que les politiciens réagissent, ce sont eux les complices. La nation ne réagit pas. Je vais terminer le deuxième volet, monsieur le professeur, c'est le président rwandais remet en cause la colonne vertébrale de l'unité africaine. Il est un ancien président de l'Union africaine, ça fait quelques mois, vous vous rappelez, celui qui a remplacé le nôtre ou c'est le nôtre qui l'a remplacé. Non seulement il a déjà trahi le partage du Soudan, si on se souvient très bien, ce sont ces troupes qui sont allées là-bas, et au Mozambique, vous savez, il fait le sale boulot. Ils devons nous le dire. Hein. La colonne vertébrale sur laquelle est basée toute quelconque union d'Afrique. Aucun pays ne réagit. Addis Abeba ne réagit pas. Dakar ne réagit pas. Je parle donc du président actuel. Et aucune organisation ne réagit. Et donc, je considère, prof, que ces des effondrements peuvent donc nous pousser à prendre légalement la décision de quitter l'Union africaine ou de quitter la francophonie parce que la RDC est le seul pays où être tué devient droit de l'homme, comme on le dit par la louche à Goma. Être tué devient droit de l'homme. Donc, chez nous, on tire déjà et personne ne réagit. Et tout ça parce que les autorités ne tirent pas la conséquence, notamment, de nous sortir de toutes ces organisations-là qui sont complices, qui sont à la base de tout. Les professeurs congolais
nanga baike bapona masano basusu baza kolona akulu na mboka baloba bobiso nde lobiko landandakisa Gaspard Mulumba chibwabwa chibambalo kwetukundelaka kushimini bendele ekwe ya jamais yaike toto ya bakoko investir pour l'avenir yeye system diamant Nicolas Kinshasa boy Nzambe atondisa bomengo na mabele ya mboka nanga baike bapona masano basusu baza kolona akulu na mboka baloba bobiso nde lobiko landandakisa Gaspard Mulumba chibwabwa chibambalo kwetukundelaka kushimini bendele ekwe ya jamais yaike toto ya bakoko investir pour l'avenir yeye system Habituellement, on apprend à l'école, tout Congolais sait que nous avons au moins 2 450, etc. et des poussières. Mais si vous voulez absolument des précisions, des travaux qui s'y détachent. Bon, deuxièmement, on a parlé de la faillite de l'État. Et Madame Bernadette Kouaoulou a envoyé aussi une question. La sauvegarde du pays dépend de la force de l'État, mais il y a la faillite de l'État, c'est-à-dire la faillite de la classe politique. Une classe politique en faillite peut-elle faire quelque chose? Bon, c'est une question, je veux bien, fondamentale. Mais soyez certains d'une chose, c'est que les hommes qui mettront en place le Congo, ça ne sera pas un Deus ex machina. C'est pas quelqu'un qui viendra d'ailleurs, qui va apparaître. Ça va, c'est dans ce que vous voyez ici, dans notre classe politique actuelle, dans notre société civile actuelle. La diaspora. C'est des Congolais. Si Gorbatchev a mis en cause l'existence de l'URSS, il n'est pas venu de France ou du Congo ou des États-Unis. Il venait de l'intérieur et c'était même un agent de sécurité. Donc, soyez sûrs de cela. Vous savez très bien aussi que la césure entre hommes politiques et société civile n'est pas une césure pertinente. Beaucoup d'hommes politiques sont de la société la société civile et vice-versa. Donc on ne va pas chicaner là-dessus. Alors on a parlé de... On ne va pas chicaner là-dessus. Merci pour ça. On se connaît avec le docteur Mukwege. Je crois même que mon mouvement... le comité laïque de coordination lui avait accordé un prix. Et je pense que Thérèse était là, a pris le prix. J'ai encore parlé avec Denis Albumbashi. La seule chose qu'il m'a dit, elle m'a dit, grand frère, continuez à nous apprendre l'histoire. Parce que sinon les autres... Grand frère, continuez à nous apprendre l'histoire. Je vais l'air mon fort prof. Je pense que c'est ce que je fais. Donc, Nzambe atondisa bomengo na mabele ya mboka nanga baike bapona masano basusu baza kolona akulu na mboka baloba bobiso nde lobiko landandakisa Gaspard Mulumba chibwabwa chibambalo kwetukundelaka kushimini bendele ekwe ya jamais yaike toto ya bakoko investir pour l'avenir. Alors le collègue chercheur là, qui m'a dit Gaspard Mulumba chibwabwa chibambalo kwetukundelaka kushimini bendele ekwe ya jamais yaike toto ya bakoko
l'avenir, qui sème les vents, récolte la tempête. Asimoloni bilanga, yende mobigisie, justice Zamabe, Zamabe, justice partagée, faut toujours partager, justice Zamabe, injustice Zamabe, partagée. Nakisa Gaspard Mulumba, Chibwabwa Chibambalo, Kwetukunela Kakushimini, Bendele Ekwe ya jamais, ya Ike Toto ya Bakoko, investir pour l'avenir, qui sème les vents, récolte la tempête. Asimoloni bilanga, yende mobigisie, justice Zamabe, Zamabe, justice partagée, faut toujours partager, Zamabe, injustice Zamabe. Il faut un minimum de confort. Injustice Zamabe, injustice Zamabe, justice partagée, Zamabe, justice Zamabe, justice Zamabe, justice partagée, partage, injustice Zamabe, injustice Zamabe, justice partagée. Maïezali droit, basi village deo, maloba ya mowei, ezalaka prophétie, diye maïkoula ibilampagne, qui sème les vents, récolte la tempête. Asimoloni bilanga, yende mobigisie, Zamabe, partagé, faut toujours partager, Zamabe, injustice Zamabe, partagé. Maïezali droit, basi village deo, maloba ya mowei, ezalaka prophétie, diye maïkoula ibilampagne. Ce que j'ai dit, c'est que s'il y a violence, comme nous sommes là en guerre, c'est une opportunité justement pour réformer notre société, car vous avez compris que si nous voulons vraiment en finir avec la situation de l'Est, la première des choses, c'est d'organiser le pays. Ça a l'air d'être une histoire lointaine, non? C'est un problème. Alors, je crois que j'ai raté une question sur les jeunes. Oui, voilà, comment faire pour système, mais la réponse est la même. Nous devons tous contribuer à faire en sorte que nous soyons un pays fort. Et pour être un pays fort, d'abord, commençons par sauvegarder la cohésion nationale. Cohésion nationale. Ezali pena na motuya makasi na ngai soki oyoki yango lukate système tosolola Congo ezali tali aso embasiko lobaka. Nous portons trop de jugements de valeur. Si chacun pouvait un peu revenir à la déclaration de Kennedy, que chacun s'interroge d'abord quelle est sa propre contribution. Merci papa. Merci papa. Sa contribution. Et système vendredi dossier. Nous parlons de cette histoire. Vous allez les 2 heures les plus importantes à vie. Matin à papa Nabiso ezali na Téléchangu, ya bana Nabiso ya ndeko Nabiso. Soinika. Soinika osali musala kitoko leo tshela biso na ba polémique. Kono pena 33 bête na film kitoko.
ceux qui t'ont dit yo a le système c'est que vous êtes très bien là pour tout aller sous en direct à permis ngam et puis si ka to kutana ngana na le bac na auto ko solo ande ko papa na biso ndaiwe il met les points sur les i parce que nous sous les arrogants on va mimoni ki bango ba sukisi mokili comme ko ba du n'importe quoi ko cha tongo na mboka bana ko la volonté de la puissance, l'organisation de la production de la mboka. Ça ne sert à rien pour dans la production de la Nous avons du travail à faire. Pour Bossanate Ozali, bravo 16, à partir de mon thème au bon distant. Oui, c'est Kanazali, pour le Kangai de Solo, la bande de Kolangai. De soutien internationaux que nous n'avons pas. Je crois que j'ai fait le tout. J'ai deux ou trois petites questions. Ma première question, si je prends le terme de balkanisation, je vois le miettement de ressources d'un État en entité d'État. Et je vois aussi la fragmentation du territoire national. Et face à la réalité actuelle, pouvez-vous nous dire en tant que grand esprit si le Congo est déjà balkanisé ou si la balkanisation est un processus? Deuxième question, vous nous avez donné les 30 ans de notre histoire qui nous ont déjà démontré comment cette histoire d'insécurité à net a commencé. Normalement, c'est toujours pour chercher l'espace. Mais en nous référant au préambule de notre Constitution, parce que là, on nous parle de la crise de légitimité des dirigeants et des institutions. Où placerez-vous la légitimité? Quelle valeur donnez-vous à la légitimité des dirigeants et des institutions face à la situation que nous guette aujourd'hui? Non, le moi la classe n'a vu ça. Esther Kium, c'est ça, yote maman. Et troisièmement, ce que ça, maman, le cas de système. l'importance de la paraphraser Charles de Gaulle. Mais moi, ma préoccupation est celle de comprendre le fait que la RDC ait choisi la voie diplomatique uniquement pour régler ce conflit, qui a tant duré, en laissant la voie de la guerre. Pensez-vous que nous pouvons avoir le résultat escompté? Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, pour... Toutes ces activités-là ont été faites par la pression de cette jeunesse qui est bien nos enfants à venir dans les marches quand on les organise. Parce que c'est vrai que cette maman, elle... Arrêtons de faire comme si nous ne voyons pas. C'est ministre, la prédation économique. Où est-ce que vous êtes? Êtes-vous là pour vous engager? De cette manière, créer un espace des gens terrorisés pour mieux vous avoir. Cette stratégie est réelle. Parce qu'il ne suffit pas de tuer quelqu'un, mais la violence extrême. Donc, Jim Crow. On n'est pas surpris, hein. Monsieur a été formé au Texas, comprend qu'il pourra. Il y a beaucoup de connexions dans ses affaires. Il a laissé des traces partout. Hein. Ce n'est pas sorti seulement du chapeau magique. Hein. Voilà, les dossiers sur ce monsieur. Lisez le livre de Charles Honoré, vous allez comprendre. Assassin sans frontières. Crime organisé en Afrique centrale. Ça, c'est une chose. L'autre question est une question de pédagogie. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme nous ne sommes pas bien informés, nous devenons nous-mêmes les complices de cette stratégie. Alors, de sorte que les violences étaient au départ des Tutsis sur les Hutus, des Tutsis sur les Congolais. Maintenant, c'est devenu des Congolais sur les Congolais. Et ça continue parce que justement, nous avons si bien appris maintenant qu'on peut égorger un bébé, donc on le fait. On n'imaginait pas que ça puisse être une chose possible, mais on le sait désormais et on le reproduit. Pourtant, dans les violences initiales, il y avait des objectifs clairs. J'ai cité la diminution de la population. Mais il y avait aussi un autre objectif, éviter que les enfants qui vont naître ne se vengent pas un jour. Vous comprenez ce que je veux dire? S'agissant de la lutte contre les Hutus, il ne suffit pas de tuer le père
mais il faut, si possible, compromettre la maternité de la maman pour qu'il n'y ait pas d'autres enfants. Et s'il y a le bébé là, et tuer le bébé, le prendre, taper sur un arbre pour qu'il meure. C'est pour éviter l'émergence un jour d'une génération qui connaîtra cette mémoire douloureuse pour se venger. Donc, cette histoire de la guerre dans le corps des femmes est une question de stratégie réelle pour pouvoir empêcher la reproduction de l'ennemi, pour que l'ennemi ne dégage pas. Ainsi donc, les violences de Maïndomé, comme d'autres qui risquent de venir maintenant, on parle un peu du Bas-Congo et tout ça, va dans le même sens. Il y a non seulement l'étau qui se fait autour du Congo, mais également la reproduction des violences à l'interne pour des raisons nombreuses. La question, est-ce que la balkanisation est déjà en cours? J'espère que non, elle n'est pas en cours. La question de la légitimité, mais bien sûr, ça fait partie de l'ensemble des choses. Je voudrais ici, par exemple, vous dire ce qu'on a entendu un diplomate occidental dire. Il a dit cette phrase, qu'on demande aux Congolais, au Congo, c'est d'être faible. Faible. Restez faible. Une pierre qui est faible. Si vous êtes faible, on ne va pas vous embêter. Restez un pays faible. C'est-à-dire un pays qu'on peut maintenant exploiter à volonté. N'importe comment et tout ça. C'est lorsque le Congo c'est ça qui fait problème. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait que de la voie diplomatique? Bon, j'espère qu'on ne fait pas que la voie diplomatique. Parce que on n'a pas le choix. J'espère qu'on est en train de se préparer pour faire autre chose. Au moins aussi fort que le PPS et que la question de l'idéologie qui est une essentiellement de l'exploitation de l'or de l'Itourie. Nous sommes appelés à connaître notre histoire, nous sommes appelés à lire, nous sommes appelés à faire des recherches, afin de découvrir qui nous sommes, comment notre pays a été constitué. Ce n'est pas les autres qui doivent continuer à écrire sur notre histoire, mais nous-mêmes, hein, je félicite, c'est que le travail du professeur Ndaïwel, mais ce n'est pas son travail seulement, le peuple doit s'approprier, la jeunesse doit s'approprier, les enfants doivent et nous devons enseigner l'histoire, pas seulement à l'école, mais même à la maison. Et c'est comme ça qu'on peut réanimer notre patriotisme. Nous nous sommes opposés quand il y avait un référendum, parce qu'il y a beaucoup de points obscurs, il y a beaucoup d'articles obscurs dans cette... Pour ça a été fait à dessein. Vous savez bien que même l'âge du président de la République a été modifié. Hein? Donc moi j'appelle cette constitution fait sur mesure. Hein? C'était pour faire disparaître les Congo. Il y a beaucoup d'articles qui doivent être révisés, qui doivent être revus. Ce n'est pas possible. Merci. Donc notre intérêt, c'est de connaître mieux le Congo pour mieux l'aimer et mieux le défendre. Donc de ce point de vue, nous sortons assez enrichis pour que nous puissions nous armer de la connaissance nécessaire pour faire défendre le Congo. Et ça, je l'ai toujours dit, même au sein de mon parti du Congo, au sein de la coalition amicale, avant d'être politicien, nous sommes Congolais. Donc chaque Congolais a le devoir de connaître l'histoire. C'est extrêmement important. Je l'ai dit, si aujourd'hui notre frère Félix Tshisekedi a été partagé, parce que soit il avait un très mauvais professeur d'histoire du Congo, soit Félix Tshisekedi n'a pas été enseigné ou il n'a pas enseigné l'histoire du Congo. Donc notre philosophie, c'est de dire que pour aimer le Congo, il faut connaître le Congo.
pour défendre le Congo, il faut connaître le Congo. Et donc, nous saluons cette initiative de nos amis de l'UNCHA, de la société civile, qui nous a permis de connaître davantage le Congo. La menace principale que nous avons aujourd'hui, c'est la balkanisation. Alors, comment allons-nous lutter contre la balkanisation si nous ne connaissons pas l'histoire du Congo? Mais c'est un homme qui prétend aimer le Congo. Parce qu'il ne connaît pas le Congo. Comment est-ce que vous pouvez aimer une dame que vous ne connaissez pas? Donc, il faut d'abord connaître pour aimer. Et si vous ne connaissez pas le Congo, vous ne pouvez pas aimer le Congo. Maintenant, ce qui reste, c'est que maintenant que nous sommes armés de la connaissance, parce que la connaissance est une arme au XXIe siècle, dans un monde de défis, comme l'a écrit le professeur Moïse Latiembe. Ce qu'on appelle la mondialisation, en réalité, c'est une lutte de tous les jours, c'est une lutte agressive. Seuls les pays compétitifs vont survivre. Mais on ne peut pas être compétitif si on n'a pas la connaissance de l'histoire de son pays. Mais l'histoire, c'est une science. Et une science, ça s'apprend. Et donc, maintenant, là, le devoir où la balle est dans notre camp, nous, la jeunesse du Congo, maintenant qu'on a l'histoire, et on a l'âme pour défendre le Congo, nous allons défendre le Congo. Dire à Kagame que ces propos révisionnistes qu'il a tenus ne sont pas vrais, même si c'est propos de Kagame. Là, je tenais à les rappeler. Kagame n'est pas le premier à avoir tenu ces propos que le professeur Daoué l'a rappelé. Avant Kagame, il y avait un président qui s'appelait Pasteur Bizimungu qui avait dit qu'il va falloir qu'il y ait une conférence de Berlin 2 pour revoir les frontières entre le Rwanda et le Congo. Donc Kagame ne fait que répéter ce que le Pasteur Bizimungu, l'ancien président rwandais, avait dit en 1996. Mais bien avant cela, ce flou artistique qui est entretenu où on dit que le Rwanda a une partie de son pays au Congo, nous devons enseigner dès le bas âge qu'il faut qu'on enseigne cette histoire-là. Rappelez-vous de Lumumba dans son discours en 60, quand il voulait fouiller un peu l'attaque de sa adversaire, dans sa lettre qu'il a dit à sa femme au pays, il dit qu'il y a les ennemis extérieurs du Congo, les ennemis intérieurs. Il avertissait de la menace des ennemis extérieurs dont le Rwanda fait partie aujourd'hui. Donc, nous sommes très ravis, nous on a la connaissance, nous appelons tous les Congolais à s'approprier la connaissance. Le Congo restera indivisible. Pour que le Congo reste indivisible, il faut qu'on sache quelles sont ses frontières. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 km de partage avec le parti de l'Est. Félix Tshisekedi nous a dit que l'EAC va dans notre pays. Comment on concilie cela entre les exigences de garder notre frontière intacte et inviolable, mais aussi avec des dirigeants qui arrivent par hasard au pouvoir et qui commencent à débuter de l'histoire qu'ils ne maîtrisent pas. Une loi a un esprit, mais ceci sa lettre. Mais une loi est élaborée dans un contexte précis. On dit généralement par les philosophes des droits que les droits en réalité c'est l'ensemble des préceptes politiques rendus ignorables. C'est moi et toi politique, nous nous attendons sur un principe et on l'appelle loi plus tard. Cette affaire de Tchani, excusez-moi mais c'est une proposition bidon, compte tenu du texte, c'est du contexte, compte tenu des enjeux. Dans sa lettre, c'est une mais dans son esprit, l'idée de protéger la fonction suprême l'institution président publique ou la fonction des commandants suprêmes, l'idée n'est pas mauvaise en soi, mais dans ces cas-là, il faut qu'on interroge l'histoire du Congo, qu'on appelle des sociologues, des politologues, des juristes, des ethnologues, pour qu'ils aient qu'a été l'histoire du Congo. Sa sociologie, c'est que les droits disent en réalité et tenant compte de l'évolution. Vous savez, on définit une nation comme étant l'ensemble de ceux qui sont morts, de ceux qui vivent et de ceux qui ne font rien. Pour rédiger une telle loi, il faut interroger également ceux qui sont morts. Oui, il y a un moyen d'interroger ceux qui sont morts. Interroger ceux qui vivent et ceux qui viendront demain, même s'ils ne sont pas encore nés. La science les permet. Et à travers l'histoire notamment, à travers la sociologie, à travers l'ethnologie, à travers la politologie, à travers les droits. C'est comme ça qu'on dit qu'on ne peut pas avoir comme ça un ingénieur de l'histoire se réveille si nous dit que Bombardier doit la nationalité. Il n'a pas de compétence. Nsingi doit nous parler des disjoncteurs, des testeurs et de comment réformer l'histoire. L'histoire est une très grande institution, mais malheureusement aujourd'hui, il manque de matériel, de moyens didactiques, etc. Les étudiants n'ont plus la formation requise. Mais c'est nous les Tchadiens économistes.
économiste, hein. Moi, il invite. Le Tchad peut nous dire pour faire des réformes. Moi, il invite. Réformer est un verbe transitif qui veut dire. Moi, il invite. Le Tchad peut nous dire aujourd'hui comment on baisse la TVA pour que les produits, les prix des produits de première nécessité baissent. Donc, comment ils peuvent s'aventurer dans un terrain d'une loi sur la nationalité qui maîtrise les mains. On dit que, objectivement parlant, l'esprit dans la loi, c'est le. Voilà, à vous tous, vous allez qui ont encore la colonne de Bissau, Toye Bongo, pour mettre comme ça fin la session conférence animée par le professeur Isidore Ndayoel, où ils allaient qui Tamaki Bongo na centre CEPAS, en face, il y a le ministère des Affaires étrangères, Kinshasa Gombe. Il était question de rafraîchir la mémoire aux Congolais concernant l'histoire de la République démocratique du Congo. Les lots et Tolandi vraiment, Tolanda qui me miko et l'équipe discours, il y a président rwandais Paul Kagame concernant la terre où il faut que Congo aille dévoirie. Mais aujourd'hui, pour comprendre, et pas Iwat Makambe Bandaki, et pas Iwat Pomelipe, et pas Iwat Biango, et Kende. Pour comprendre, Bisso na Rwanda, nani soit devoir Baninga Bater, nani Azana droit, il y a pour réclamer, voilà. Ils acquis vraiment plaisir, ma casse. Comme on a l'habitude de dire, que Tchangou TV, Azoraka, des bisous de Trétara Koto, Koto Simbarate, nous sommes scientifiques, nous sommes politiques, économiques, partout, culturels, en tout cas, tout, Zalaka. Voilà, aujourd'hui, nous étions vraiment très scientifiques. On n'a pas voulu beaucoup parler, on a voulu juste vous laisser vivre les moments où les Zalaki Bongo, il y a partage, après exposé, il y a professeur Isidore, il y a eu comme ça un jeu de questions-réponses, ici, quand Congolais se déployer qui comme ça, pour la émotion concernant Mboka Nabango, parce qu'il y a des poser la question claire et pas historien aïe babongo pour répondre na oyo azana na connaissance. Et je vous assure, laissez-moi vous dire que nous étions vraiment suffisamment informés, surtout concernant des questions-réponses. Les professeurs ont été vraiment très clairs. Mais aussi, on a remarqué la présence des éminents professeurs des universités, de la société civile, des hommes politiques, en tout cas, toutes les personnes, toutes les sociétés qui vraiment bon représenter, toutes les structures représentées. En tout cas, pour vivre Momo Mokoya Malamu. Et Tchangou TV vous donne rendez-vous à la prochaine. Comme ça, beaucoup jouer puis la angle sur les deux yeux scientifiques, pourquoi pas vous aurez déjà la politique et autres. Donc nous vous demandons juste de rester branchés, connectés sur nos antennes et nous vous reviendrons en tout cas très prochainement. Merci beaucoup, Télé Tchangou. Envol Diaspora présente le candidat président de la République, Délicé Sanga, face à la diaspora. Une conférence débat, un moment d'échange avec toutes les Congolaises et Congolais de la diaspora. Un moment pour la présentation du projet de la refondation du Congo. Merci Robin. Ok, ça va, je vous abonne sur moi trop, donc c'est ça l'appel de la question. On a évité ce que les Camerounais n'ont pas station à Tikana de Makeli. Voilà. Vous allez Kolanda des systèmes avec ta Kanga. Je pense que moi, en Mboka, nous sommes au Congo. Ou à Tango, il y a Kolanda, ou Manabengi, ou il y a histoire, le Congo. Dans une heure. Et qui nous peut comprendre des grandes menaces aux alliés pour planer dans le ya Mboka na biso. Solo tokoki koloba et biso nyonso tokoki kozala d'accord te. Dans le lenge Mboka ezali kotambola pour l'instant, il faut comprendre que les alliés plan délibéré ya balingaka libanga na biso ya Congo. Très cabona. C'est-à-dire bah garder biso na état de faiblesse wana en sémant les désordres au Tchad dongo ndenge tolobaka. Na nzela na biso to ciel muka tant tokokwe ya bango bayiba o tozali na yango.
mabele ezali se moko, je pense que bozwana ngonga ya kokende ko discerner kososolani mozindo ya maye tata na biso ya na biso molakisi oyo ngai nabengaka mwalimu Ndaiwel asili kobwaka wana biso epai tozali toza kosala oyo ya biso yo mpe epai ozali soki etouche yo ndeko ozala na contact na ndeko na yo azali kolakisa volonté wana ya kobundela mabele et non pas le magablo magablo wana ekoki kozala baeglise magablo wana ekoki mpe kozala baparti politique comme on le voit ezali kobota lokola bachampignon mais le problème demeure le même bilongi ezali kochanger. Nous avons frôlé la balkanisation pendant une mauvaise période, j'aimerais dire, l'histoire de l'histoire. Voilà, comment est-ce que les forces extérieures ont toujours été celles qui sont à la base de la déstabilisation et il y a bilinga to zali komono o mabele na biso. Kaina yo to zali na défi wana ya kuluka. Lolenge kani tokoki ko répondre na ba défi wana. De mosala na biso awa na te système de moni yango wana MK2 koloba injustice ezali mabe. Ngai toluna ngai akunda yango na mabele wana na okondima te ke monguna aya asakana na mabele na ngai pendant que ngai ezali kokufa na malili na mboka mopaya. Ezali prêt ya ko pakisa oyo biso ya moke na refondation wana balobi ya mboka Congo. Mais ezala na ordre, ezala te to ya kobetela bato maboko. Lolenge wana ya kobetela bato maboko ezali lisusu te esengeli tomona moto nyonso na mosala obiso te lobiko ndenge tolobi awa na nzembo na biso moloni bilanga ye nde mobikisi kasi oyo oza kosemer le vent ne peut que récolter pas tempête. Merci beaucoup soki se awa ezalaki wa bino tatakanga ya te système mato